On ouvre à présent notre page consacrée aux élections régionales en France. Le Front National n'a pas réussi à transformer l'essai. Aucune région pour le parti de Marine Le Pen. C'est l'un des enseignements de ces élections, mais c'est loin d'être le seul. C'est pour nous le fait du jour. Et on jette pour commencer un coup d'œil sur les unes de deux journaux français. Pour la Croix, c'est la défaite pour tous. Aucun parti ne peut revendiquer la victoire lors de ces régionales. Le Monde quotidien du soir français, lui, préfère un jeu de mots, sursis républicain et non pas sursaut républicain. La droite remporte 8 régions, dont l'Île-de-France. La gauche dirigera 7 régions. Le récit d'Antoine Delpierre. Au lendemain des régionales, plus que les victoires des uns et des autres, c'est une défaite qui retient l'attention, celle du Front National. Le parti de Marine Le Pen ne remporte aucune région, mais il pourra compter sur de nombreux élus au sein des conseils régionaux. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivante. Une opposition imaginative, parce que libre de tout groupe d'intérêt. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les candidats de gauche s'étaient retirés, laissant place à des duels Front National et Républicain, tous les deux remportés par la droite. Mais pour Nicolas Sarkozy, le Front républicain ne doit pas devenir une solution systématique. Je veux souligner, s'agissant de l'unité et de l'union, qu'elles ne peuvent pas être de circonstance, mais traduire la volonté déterminée de tous les responsables de l'opposition d'avancer ensemble vers les prochaines échéances. Les Républicains qui arrivent également en tête en Île-de-France, une région gérée par la gauche depuis 17 ans. Quant au Parti socialiste et ses alliés, ils restent à la tête de 7 régions de métropole et d'outre-mer, notamment en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et en Bretagne. Ils résistent mieux que prévu lors de ce second tour, mais sont loin de pouvoir crier victoire. Aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement sous l'autorité du président de la République. En Corse, une victoire historique porte les nationalistes à la tête de la région. Ils battent nettement la gauche sortante et la droite victime de ces divisions. Enfin, un mot concernant le taux de participation. C'était l'une des interrogations qui entourait ce second tour. Près de 6 électeurs sur 10 sont allés voter. C'est 9 points de plus qu'au premier tour. Et le score du FN au premier tour, justement, a totalement occulté les enjeux de ces élections régionales. Que nous disent au fond les résultats? Pour répondre à ces questions, on retrouve à Genève Jacques Lévy. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes géographe, spécialiste de géographie politique très précisément, professeur à l'école polytechnique de Lausanne, l'EPFL, c'est donc en Suisse. Quel enseignement tirez-vous de ces élections régionales? Je pense qu'on a vu deux France face à face, et plus que jamais, deux France qui n'ont pas le même projet de société. Et le cordon sanitaire que la France hostile au FN a établi au second tour montre que pour le moment, le projet du FN ne peut pas avoir la légitimité suffisante pour l'emporter, mais néanmoins, elle progresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la géographie, dans l'espace, qu'on voit le plus cette opposition entre les deux France. C'est là où il y a les plus grands écarts. Si on prend, par exemple, ce qu'on appelle les gradients d'urbanité, c'est-à-dire le fait d'être plutôt au centre, plutôt en banlieue, plutôt dans le périurbain, dans une grande ou dans une petite ville, eh bien, on va avoir des écarts de 1 à 6 ou 1 à 7 entre le centre de Paris, par exemple, où le Front National avait fait environ 7% dans les arrondissements centraux, et puis des zones périurbaines ou sur les franges urbaines, où là, on peut avoir 45-50% pour le Front National. Donc, on a une opposition spatiale, géographique, beaucoup plus forte que l'opposition, par exemple, entre les cadres et les ouvriers, même si on dit à juste raison que le Front National a beaucoup d'influence dans les couches populaires. Mais cet écart entre les couches populaires et les cadres est moins important
que l'écart entre les centres des grandes villes et puis les zones périurbaines ou ce qu'on peut appeler hypo-urbaines, c'est-à-dire celles qui sont encore plus loin des agglomérations. Vous avez prononcé le mot « progresse ». Le Front National progresse dans les urnes. Pendant des années, on a entendu dire qu'il s'agissait d'un vote contestataire. Diriez-vous aujourd'hui, vous, le sociologue, pardon, le géographe, qu'au fond, le Front National est aussi en train de s'ancrer au cœur de ces régions ? Oui, alors il s'ancre au sens où il n'y a plus d'endroit en France dont on puisse dire qu'il est interdit au Front National. Hein, et donc on a vu la progression du Front National dans la moitié ouest de la France, alors qu'on disait classiquement que, disons, à part la vallée de la Garonne, c'était plutôt la France de l'Est, hein, du nord-est et du sud-est, qui étaient les foyers privilégiés du Front National. Donc c'est vrai qu'il y a une nationalisation du vote, mais en même temps, les écarts restent très marqués. Et j'en ai parlé au niveau des villes, mais c'est vrai que la Bretagne, par exemple, reste très largement réfractaire au Front National. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, ça monte partout, mais si on compare, si on prend la valeur relative, à ce moment-là, on voit que la carte de France du Front National reste toujours très différenciée. Alors ça, c'est pour la dimension géographique. Il y a plusieurs paramètres pour expliquer ce vote, le rejet des autres partis, le chômage, le déclassement, la crise, le repli identitaire. Quelle lecture, vous, le géographe, pouvez-vous nous apporter plus précisément ? Alors, tout ça est sans doute vrai. Toute la question, c'est comment ça s'organise dans l'esprit des gens qui votent ou qui refusent de voter Front National. Donc, je pense que l'explication strictement économique ne suffit pas, puisqu'il y a des endroits qui sont plus ou moins en crise et qui votent Front National. Par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une région qui a des problèmes, mais qui est très attractive sur le plan touristique, qui n'a pas du tout la même composition socio-économique que les anciens bassins industriels comme dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Lorraine. Et néanmoins, on a des scores tout à fait comparables. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que les électeurs sont des personnes qui sont capables de faire des choix politiques. Hein. Il s'agit d'une élection, donc de politique. Donc ils ne réagissent pas comme des grenouilles qu'on aurait excitées avec de l'électricité. Ils réfléchissent et ils font des choix. Et là, on trouve le programme en fait du Front National qu'il faut prendre au sérieux, à mon avis. C'est un programme aussi très géographique, si on peut dire, puisque Marine Le Pen a scandé plusieurs fois dans la campagne l'idée qu'il y avait d'un côté les patriotes, c'est-à-dire ceux qui se situent à l'échelle nationale, et les mondialistes, ceux qui pensent leur avenir dans le cadre mondial, et elle inclut, je pense, dans ce cadre, l'Europe. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, d'une France d'un côté qui considère qu'il vaut mieux s'ouvrir au monde extérieur pour réussir à la fois personnellement, mais aussi pour que la société française réussisse, donc ils sont plutôt européens et mondialistes, et c'est ceux-là qui ont refusé de voter pour le Front National, et puis d'autres qui pensent que c'était mieux quand la France était seulement la France, était plutôt fermée. Peut-être que cette réalité, d'ailleurs, n'a jamais existé. Il y a, par exemple, eu un niveau d'immigration assez comparable pendant tout le XXe siècle, jusqu'à maintenant. Donc, peut-être que c'est un mythe, peut-être que c'est un rêve nostalgique, mais en tout cas, les électeurs du Front National considèrent qu'il vaudrait mieux rester à l'échelle unique qui serait le territoire national. Alors, on a donc bien avancé avec vous. Restez avec nous, Jacques Lévy. On va vous retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de voir d'autres images de ces élections régionales en France. Un scrutin passé à la loupe par Isabelle Soler. Je pensais vraiment qu'elle aurait fait un beau score. Je suis déçue. Des larmes de déception peut-être, de défaite sûrement pas. La présidente du FN va d'ailleurs très vite transformer cette défaite en victoire. Nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour. Une soirée suivie de près par la RTBF. Pas étonnant, de l'autre côté de la frontière, le Front a aussi ses partisans. Mais je soutiens Marine. On aimerait bien avoir quelqu'un qui est un petit peu l'envergure de Madame Le Pen en Belgique. Et elle n'est pas seule à le penser. Selon un sondage d'entre-deux tours, s'il était français, un Belge sur 5 aurait voté FN. Le parti d'extrême droite a subi une cuisante défaite. Pour les Belges, une victoire déguisée. Pour les Québécois, sans conteste, une bonne déculottée. Aucune région pour le Front National. La chef a pourtant le sourire. Dans sa main, elle en est sûre, une nouvelle donne politique. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes.
Que vont faire socialistes et républicains, vainqueurs apparents de ces régionales? Se chercher sans doute un avenir. Valérie Pécresse a trouvé le sien pour les 6 ans à venir, présidente de région et pas la moindre. Je souhaite que l'Île-de-France devienne la première région d'Europe. Je la rêve conquérante, exemplaire. Exemplaire, on a déjà entendu ça quelque part, non? Lui est KO debout, 17 ans que l'Île-de-France qu'il vient de perdre était dirigée par la gauche. Je remettrai mon mandat de président de l'Assemblée nationale. Peu de chances que François Hollande accepte sa démission, mais pas à tortiller. Leur avenir, certains aujourd'hui le voient brumeux. Nini, le mantra sarkozyste, a permis de sauver les meubles, pas l'unité. Mon premier message, c'est d'affirmer ma détermination à changer radicalement de cap. Portons un vrai renouveau politique. Elles ont bon dos, les attentes des électeurs français. Chez les Républicains, les ambitions, c'est comme les chaussettes, elles ne se cachent plus. Le décryptage continue dans 64 minutes avec vous, Jacques Lévy, en direct de Genève, en Suisse. Vous êtes spécialiste de géographie politique. Alors, vous êtes l'auteur notamment du livre « Réinventer la France », 30 cartes pour une nouvelle géographie. L'enjeu a quelque peu été occulté. Ce sont pourtant les premières régionales après la réforme qui a participé à ce redécoupage. Quel va être justement le poids de ces nouvelles régions ? Alors, il va peut-être être plus important en termes de légitimité, parce que ce sont de plus grands espaces pour une part, qu'on a dit qu'ils auraient davantage de responsabilités. Le problème, c'est que les régions n'auront pas véritablement plus de moyens. Peut-être qu'elles auront davantage la possibilité d'expérimenter, de tenter des choses, et ça c'est peut-être l'élément intéressant. En revanche, on a raté l'exercice consistant à demander aux Français dans quel type de région ils voulaient vivre, dans quel type de territoire, avec quelles limites, mais aussi avec quelles prérogatives. Et ça, c'est dommage parce que ça veut dire qu'il y aura d'autant moins de mobilisation, d'engagement sur des projets. Donc, je dirais que c'est un bilan en demi-teinte. C'était peut-être intéressant de pouvoir démontrer qu'une réforme territoriale est possible, mais je dirais qu'on est loin d'avoir la meilleure réforme territoriale possible. C'est une réforme en effet très critiquée. Selon vous, pour autant, ces grands ensembles, ces nouveaux ensembles, peuvent-ils rivaliser avec d'autres grandes régions d'Europe? On sait par exemple que l'Île-de-France, c'est 20% du PIB des richesses françaises. Oui, c'est 30% en fait, 20% de la population, 30% du PIB. Mais en même temps, en Île-de-France, c'est là que les pauvres sont les plus pauvres. Parce qu'en fait, la région n'a absolument pas les moyens financiers de traiter les inégalités en son sein. Les régions, c'est à peu près 1% de l'ensemble des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques. Et la région Île-de-France, qui produit donc 30% du PIB français, en fait, elle n'a que 1% à peine de ce PIB. Donc il y a des inégalités, il y a des disparités qui malheureusement vont continuer parce que les collectivités qui ont le plus de pouvoir financier sont celles qui en fait ne contribuent pas à la cohésion sociale, mais plutôt à la fragmentation, comme par exemple les plus de 1000 communes franciliennes qui vont chacune avoir leur politique, avec dans cette politique le choix d'une population, donc éventuellement les inégalités, la fragmentation, les ghettos. Donc je pense malheureusement que pour le moment, on n'a pas les moyens de traiter véritablement les inégalités, et en particulier celles qui existent dans les plus grandes villes. Merci beaucoup Jacques Lévy. Pour en savoir plus, il faut lire Réinventer la France, 30 cartes pour une nouvelle géographie. C'est le titre de votre livre. Merci à vous.